Congo Synthèse. La synthèse des infos de la RDC, l'Afrique et le reste du monde. Une seule adresse. www.congosynthèse.com. Que le ministre qui s'occupe des infrastructures, parce que M. Kobler l'a dit tout à l'heure, le représentant du Fonds monétaire international a parlé des infrastructures, les routes, les ponts, les bâtiments. Le ministre Kakasouchi, s'il est là, le Premier ministre a dit tout à l'heure qu'il va beaucoup nous apaisantir sur l'état des infrastructures en RDC. Bienvenue, monsieur le ministre. Installez-vous ici. Je vais lui donner mon micro parce que j'en ai deux. Et j'aimerais qu'il soit accompagné tout à l'heure par son pendant au sein de la communauté internationale. Voilà, voici votre micro. Je vais vous donner le mien, parce que moi j'en ai deux. Bienvenue, monsieur le ministre. Merci beaucoup, monsieur Jean-Marie. Le Premier ministre, tout à l'heure, a dit de vous que vous êtes le patron des infrastructures dans notre pays, la RDC. Les Congolais vous suivent, la communauté internationale aussi, le monde aussi vous suit en ce moment. Qu'est-ce que vous avez fait du Congo depuis... Allez, je vais aller un peu plus loin. 2001, vous n'étiez pas là, mais vous étiez au Congo, que Joseph Kabila a été président. Vous êtes au gouvernement depuis un certain temps. Quel est l'état des infrastructures de notre pays aujourd'hui? Quelles sont les réalisations symboliques qui peuvent donner envie aux Congolais de dire qu'ils sont fiers de vous, ministre? Merci beaucoup, monsieur Jean-Marie. Je remercie aussi son Excellence, monsieur le Premier ministre, et les honorables députés et sénateurs, ainsi que tous les membres du gouvernement ici présents. Je remercie les partenaires techniques et financiers et tous les invités pour nous avoir offert cette occasion de nous exprimer devant cet auditoire. Oui, monsieur Jean-Marie Kassamba, je dirais que depuis qu'il y a eu cette vision d'impulser le développement de ces pays par l'amélioration de la qualité des infrastructures de base, cheval de bataille du chef de l'État, à travers d'abord les 5 chantiers de la République, qui a été relayé par la révolution de la modernité. Beaucoup a été fait, bien que beaucoup aussi reste à faire. Beaucoup a été fait. Pourquoi? Les chiffres ont été développés tout à l'heure. Nous avons un réseau routier de 153 000 km, constitué essentiellement, malheureusement, des routes en terre, donc des routes qui se dégradent au vu de notre hydrographie. Ces réseaux, en 2006, n'avaient qu'à peine 4500 km qui étaient praticables. Les projections auraient pu le permettre. Vous verrez que la grande partie de l'étendue du territoire était quasiment inaccessible. De 2006 à nos jours, nous avons 21 000 km de routes réhabilitées, réouvertes. Cela, concrètement, permet de relier énormément les chefs-lieux des provinces, des territoires, aux villes. Et sur les 159 villes, chefs-lieux des territoires et chefs-lieux des provinces, nous avons 72 aujourd'hui qui sont complètement reliés, soit un taux de désenclavement de 45%. Aujourd'hui, vous le savez, on peut partir de Kinshasa à Matadi pratiquement en 6 heures. Il y a quelque temps, c'était des jours, c'était pénible. On peut partir de Kinshasa à Kikwit en 7 heures. Il y a quelque temps, c'était en plusieurs jours. On peut partir de Lubumbashi au Katanga, en passant par Kalemi, Bukavu, Beni, Kisangani, aller jusqu'à Bumba, et d'ici là, on saura aller jusqu'à Zongo. Donc, pratiquement, donc vous avez désenclavé le Congo. Tout à fait. Et donc, énormément de choses ont été faites, mais je l'ai dit, ces 153 000 km de route, nous venons de rouvrir complètement 21 000 km sur un réseau d'intérêt général. Il y a donc encore énormément à faire, mais le rythme d'ouverture est spectaculaire. Pour vous donner aussi un chiffre, des 60 à 97, les rythmes d'asphaltage moyens étaient de 28 km par an. Aujourd'hui, nous sommes à un rythme de 60 à 80 km de routes asphaltées par an. Bientôt, nous allons avoir notre route d'intégration nationale, la route nationale numéro 1, qui partira de bout en bout par une route revêtue de qualité, ce qui va renforcer la cohésion nationale et le brassage culturel cher à notre pays pour
encourager et consolider la paix et la sécurité. Merci beaucoup, mais vous ne faites pas ce travail seul, vous êtes aussi aidé par la communauté internationale. J'aimerais bien inviter Michel Dumont, qui est l'ambassadeur de l'Union européenne. Vous pouvez l'applaudir, hein, M. Dumont. Bienvenue, M. Dumont. Merci. Merci beaucoup. Je vous présente le ministre. Moi, je n'ai pas besoin d'être présenté. Je sens qu'ils travaillent ensemble. Ah oui, on travaille assez bien ensemble. Je sens qu'ils travaillent ensemble. Alors, monsieur le ministre était en train de nous présenter l'état des lieux du Congo réluisant avec le désenclavement, etc. L'Union européenne et la Belgique avaient quitté le Zaïre en 92 exactement, lorsqu'il y a eu la rupture avec la coopération. Vous êtes actuellement l'ambassadeur de l'Union européenne ici. Qu'est-ce que vous faites pour nous, les Congolais, concrètement? Bah, écoutez, merci de cette occasion d'expliquer effectivement aux téléspectateurs congolais ce que nous faisons. Dont nous faisons effectivement beaucoup dans le domaine des infrastructures, mais plus largement, nous appuyons tous les efforts du gouvernement congolais en vue de la paix et de la stabilité, de l'enracinement de la démocratie et des droits de l'homme et d'un développement durable au service de la population, parce que ça, c'est bien le problème. On voit les résultats qui ont été obtenus sur le plan macroéconomique depuis des années, mais comment la population peut en bénéficier. Et donc, le cœur du problème, c'est la gouvernance. C'est ce qu'avait souligné le Premier ministre dans son discours d'investiture il y a maintenant près de 3 ans. Et c'est la raison pour laquelle ce pays qui a des potentialités extraordinaires, on pense évidemment aux mines, mais c'est quand même surtout tout ce qui est l'agriculture, les terres, l'eau, et puis surtout sa richesse en hommes. Pourquoi tout ça ne se traduit pas dans la réalité pour les gens? Pour des problèmes de gouvernance. C'est la raison pour laquelle nous avons un programme effectivement en matière d'infrastructure, mais nous avons aussi la santé, le développement durable et tout ce qui concerne la réforme de l'État, la police, l'armée et la justice. Je prends la justice parce que ça c'est fondamental. Oui. Alors, pourquoi? Non, je vais vous laisser continuer. Mais vous avez, il n'y a pas longtemps, participé à la mise en place d'un tribunal qui a été rénové, pour ne pas dire construit, tout neuf, pour permettre à la justice de dire les droits. Mais est-ce que ça se limite seulement là ou bien d'autres domaines d'intervention? Non, mais ça c'est fondamental. Effectivement, c'est plus qu'un tribunal, c'est une véritable cité de la justice qu'on est en train de construire avec le palais de justice, la réhabilitation du ministère de la justice et surtout ce qui est fondamental, c'est l'Institut national de formation judiciaire qui va permettre de former tous les gens dans les métiers de la justice, les magistrats, les greffiers et tous ces gens qui vont servir. Et c'est très important parce que la justice, évidemment, c'est le cœur du contrat social, mais je vais prendre un exemple. Bon, l'agriculture ici est une chance extraordinaire. Il y a 800 000 km² de terres qui sont inexploitées. Mais la justice, c'est très important parce que si vous n'avez pas des tribunaux qui permettent de dire à qui appartient la terre, qui a une insécurité foncière, ça veut dire qu'il n'y a pas de titre de propriété, ça veut dire qu'il n'y a pas d'hypothèque, ça veut dire qu'il n'y a pas de prêt bancaire et donc il n'y a pas de développement de l'agriculture. Donc la justice, très concrètement, ça veut dire aider la population congolaise à prendre en main son destin et à se développer. Monsieur le ministre, j'aimerais quand même, parce que nos compatriotes qui nous suivent, notamment à l'étranger, parce que nous sommes très suivis à l'étranger, un peu pour nous aussi, Télé 50, depuis hier ce canal, se pose la question, l'Union européenne, est-ce que la route par exemple Kinshasa-Matadi, ou du côté de Bandundu, continue à financer malgré la crise, ou bien vous avez d'autres programmes? On avait annoncé par exemple le programme entre Kananga et Mbujimaï, qui n'a toujours pas vu le jour. Est-ce que, la question est beaucoup plus directe, est-ce que l'Union européenne aujourd'hui a les moyens de sa politique pour continuer à aider la RDC dans son développement? Voilà. Merci beaucoup. Je vais dire qu'aujourd'hui, en matière d'infrastructures de base, vous savez, c'est les secteurs dont les coûts d'investissement sont les plus onéreux. Et donc, nous avons bâti une stratégie qui se focalise sur 3 piliers des financements. Le premier pilier, c'est bien sûr les ressources propres. Et ces ressources sur fonds propres, ça peut être mobilisé sous plusieurs formes. Aujourd'hui, nous allons même dans des formes de concessions, qui sont des formes de partenariat public-privé. C'est le cas de la route Kinshasa-Matadi, c'est le cas de la route Kasumbalesa-Lumbashi, Likasi jusqu'à Kolwezi. Et je le rappelle ici, la route Likasi
Kolwezi n'avait jamais été asphaltée et elle avait juste un monocouche qui a été laissé par la colonie depuis 1958 et là elle est asphaltée avec des ponts modernes qui permettent la circulation dans deux sens. C'est une vision de modernité. Et nous avons aussi bien sûr les partenaires techniques et financiers et nous avons aussi un financement innovant, c'est celui des infrastructures qui sont construites sur base des garanties de l'exploitation minière à travers notamment le programme sino-congolais. Ce n'est pas vraiment un troc. Oui. Ce n'est pas un troc, c'est-à-dire qu'il y a l'exploitation minière qui, à travers cette activité, va produire, générer des bénéfices. Et ces bénéfices sont hypothéqués pour venir construire les infrastructures. On ne les attend pas, on les consomme à l'avance, on prête l'argent à la République de manière à ce que ces fonds qui seront générés par la suite par cette exploitation viennent rembourser ces fonds. C'est vraiment pas la... Alors dans le cas de l'Union européenne, parce qu'il est à côté de nous... L'Union européenne, je dois le dire, autant que d'autres partenaires techniques et financiers, la Banque africaine de développement, la Banque mondiale et des partenaires bilatéraux comme les coopérations japonaises et la coopération belge, j'en passe, est en train aujourd'hui d'intervenir sur la route nationale numéro 1 de Bachamba à Luange. Nous avons été avec l'ambassadeur en mai 2014 et je dois ici féliciter le courage de l'ambassadeur et de tous ses experts. Ce n'est pas toujours ce qu'on croit, c'est aussi la passion, ce n'est pas seulement l'argent. Eh bien, l'Union européenne aujourd'hui... Il est aussi congolais comme celui de Dieu. Il se comporte mieux que certains Congolais. Et je dois le dire, il a été au lancement et aujourd'hui nous sommes en train d'asphalter la route de Bachamba à Luange, c'est 114 km et cela ira jusque pratiquement en 2016. Mais d'ici fin 2015, nous aurons déjà l'asphalte sur cette route. C'est une route où nous avons veillé en août de l'année passée, en train pratiquement d'aller à Luange avec les experts de la BAD et bien d'autres experts, des ministres et des gouverneurs. Nous avons veillé en roulant. Donc ici, je voulais insister aussi, M. Jean-Marie, sur le fait que les gens ne doivent pas voir simplement l'activité à travers le fond. Il y a aussi la passion. Le chef de l'État a toujours évoqué ça. Il faut avoir la passion. On a bien compris que l'ambassadeur a la passion du Congo. Enfin, vous allez rester un peu longtemps chez nous, hein, si vous voulez bien. Alors, juste dernière question, monsieur l'ambassadeur, c'est très important et je la repose. Est-ce qu'il y a aujourd'hui la volonté dans le partenaire que vous êtes, surtout l'Union européenne, de continuer, malgré les moyens propres du gouvernement congolais qui a beaucoup investi aussi dans les infrastructures, etc., d'augmenter votre participation financière pour permettre au Congo d'essayer d'être un Congo émergent, comme on a dit dans 15 ans? Écoutez, la réponse est clairement oui, puisque l'enveloppe, si on parle technique, du programme passé, c'était 514 millions d'euros. Celle pour les années à venir, ça va être 620 millions d'euros. Donc on voit bien la croissance. Pour revenir à ce que vient de dire notre partenaire ami, le ministre des infrastructures, au-delà de ce que nous sommes en train de construire, les 114 km, d'ailleurs nous travaillons très bien avec la BAD qui font les kilomètres suivants, au cours des années à venir, on va construire 150 km de 400 km qui permettront d'aller au bout jusqu'à Mbujima et Mweneditu. Et tout ça, ça s'inscrit dans un schéma qui est très clair, en fait, hein, qui est un schéma à la fois économique et politique. Politique, pourquoi? Parce que c'est réunifier le Congo. Bon, vous voyez bien, c'est un pays qui a des zones économiques et démographiques très peuplées sur Kinshasa, l'Est et la zone du sud Katanga, et puis au milieu, c'est vide. Donc il faut refaire la route nationale numéro 1. Hein, et là, vous avez donc une route qui va aller jusqu'à Mweneditu, et puis là, vous retrouvez le chemin de fer qui va aller jusqu'à Ilebo. On refait de l'autre côté l'aménagement du fleuve, parce que le Congo, c'est vraiment l'artère de ce pays, et donc c'est une capacité de développement extraordinaire. Aujourd'hui, vous mettez 3 semaines avec des risques considérables. Le ministre me disait, il y a eu, en 30 mois, il y a eu 3000 morts dans des naufrages sur le Congo. Et donc, qu'est-ce qu'on va faire? C'est faire en sorte qu'on puisse aller de Kisangani à Kinshasa en moins d'une semaine par le bateau. Et là, vous avez toutes les richesses de la province orientale, toutes les richesses de l'Équateur qui pourront alimenter les marchés de Kinshasa, et donc c'est une aide directe à la population. Vous pensez par exemple, vous avez le riz de Bumba. Le riz de Bumba, c'est considéré comme un des meilleurs du monde. Hein. Aujourd'hui, c'est très difficile d'en trouver.
ici à Kinshasa. Vous pouvez peut-être, quand vous allez au marché de la Liberté, à 5 h du matin en trouver. Mais sinon, vous allez trouver du riz qui vient d'Asie du Sud-Est, qui a été bourré de pesticides, qui est passé pendant des heures et qui est vendu à la population de Kinshasa. Donc la chance qu'on a avec tous ces moyens des infrastructures, c'est de permettre à la population de mieux vivre dans les années à venir. Comme quoi, on mange aussi les routes, hein? Comme quoi, hein? Oui, oui. Parce qu'on dit souvent, on ne mange pas les routes. On va terminer votre partie. On ne mange pas les routes, mais les routes servent à manger. Ça donne à manger. Merci beaucoup. On se rend compte, monsieur le ministre, que l'ambassadeur connaît mieux le Congo, les Congos profonds, et c'est à mieux. En ce qui concerne les infrastructures aujourd'hui, est-ce que vous allez prendre le pari dans ces financements innovants que vous avez, les trocs, de développer un peu plus, pas seulement avec la Chine, mais avec d'autres partenaires, ou vous allez seulement garder les Chinois? Nous avons énormément de défis, comme on l'a dit, bien qu'il y ait beaucoup de choses qui étaient déjà faites. Et nous avons besoin d'énormément de partenaires, de financements. Et nous tenons aussi à avoir énormément de partenaires congolais. Et là, je dois féliciter ici l'activité qui vient d'être développée, notamment l'ouverture des routes par la méthode à haute intensité de main-d'œuvre pour certaines artères qui ont un trafic relativement faible. C'est le cas de l'axe numéro 7 qui part de Kananga jusqu'à Lodja et en allant jusque du côté de la province orientale en passant par Opala. Nous sommes en train de faire l'ouverture de cette route par la méthode de haute intensité de main-d'œuvre par cantonnage manuel où nous avons un rendement qui est tout à fait très bon. Et nous avons aussi développé ces projets du côté de la route nationale numéro 1 en partant des Moines du Tour vers Kamina. C'est une route qui était quasi impraticable. Aujourd'hui, elle est praticable à la satisfaction de toute la population et des usagers. Et nous avons vraiment besoin de beaucoup de partenaires. Nous développons maintenant ces partenariats même sur les routes en terre. Et nous faisons des concessions. Nous avons une expérience qui est en train de se faire au nord Kivu, de la frontière avec l'Ouganda, de Kasindi, en passant par Beni jusqu'à Butembo. Merci beaucoup. On peut l'applaudir. Vous avez vos collègues, gardez le micro, on va l'équiper de l'autre côté, qui vont pouvoir participer. Je vais garder l'ambassadeur. Une seconde. Non, venez avec moi. Monsieur le ministre, je vous libère. Est-ce que vous avez déjà acté le décaissement du budget pour 2015 et 2016? Ou c'est juste les intentions? Non, ça ne fonctionne pas comme ça. On fait des conventions de financement sur les différents projets. Oui. Et l'argent, par exemple, pour la route nationale numéro 1, il est effectivement décaissé. Et disponible? Il est tout à fait disponible, oui, bien sûr. Merci beaucoup. Non, ça c'est pour la caisse. C'est pour la caisse. Merci beaucoup. Oui, mais uniquement pour les Congolais, évidemment. Seulement pour les Congolais. Seulement pour les Congolais. Merci beaucoup. Vous avez bien remarqué que les partenaires, contrairement à ce qu'on pense, qu'ils promettent souvent et qu'il y a toujours des plans de financement qui traînent et parfois on vous colle des conditionnalités, droits de l'homme, bonne gouvernance, etc. Et parfois on bloque au milieu. Bon, l'ambassadeur nous a donné la garantie que nous avons suffisamment les moyens maintenant de la politique pour continuer, y compris avec l'Union européenne. Bon, les transports, c'est le Congo. On doit quand même demander maintenant si on peut quitter Kinshasa, aller à l'intérieur du pays. Est-ce qu'on a des équipements? Aujourd'hui, les bus, le train. Il y a le ministre des Transports qui est remplacé par son collègue de l'économie, Bathilo Kwebo. Est-ce qu'il est avec nous? Oui, monsieur le ministre, venez avec moi. Il faut l'applaudir, mais le ministre il connaît les Congos profonds. Bienvenue, monsieur le ministre. Installez-vous de l'autre côté. Avant que le représentant de la Banque mondiale vienne nous rejoindre, j'aimerais quand même vous poser des petites questions en tant que Congolais, monsieur le ministre. Je sais que vous êtes l'intérimaire, ou si vous voulez bien vous assurer la continuité de l'État parce que votre collègue Kaumba est en déplacement. Mais est-ce que vous pouvez nous dire aujourd'hui si le Congo peut avoir des moyens de transport dignes d'un grand pays aujourd'hui? Merci beaucoup pour l'occasion que vous m'offrez de venir parler au nom de mon collègue, le ministre des Transports et Voies de Communication, qui est en déplacement. Pour répondre directement à votre question, je pense que vous avez mentionné au tableau les mots, les chiffres et les faits. Les faits sont là
et répondre directement à votre préoccupation pour dire que nous sommes justement en train de répondre à cette préoccupation, celle d'une desserte de qualité et aussi en termes de quantité pour ce qui est des services de transport. Autrement dit, on a vu à Kinshasa Transco. Il y a Transco, ce n'est pas seulement à Kinshasa. Dans le programme du gouvernement, Transco va être également essaimé dans toutes les provinces. L'objectif, c'est d'atteindre d'ici 2016 2000 bus à Kinshasa et puis on ira vers les provinces. Et il n'y a pas que cela. Le programme, le projet Esprit de vie, qui déjà donne de très bons résultats à Kinshasa, va être étendu également dans les provinces. Donc vous nous rassurez que Esprit de vie, on peut voir à Lubumbashi, à Kananga, à Bukavu, où les particuliers peuvent aussi avoir de... Puisque l'expérience a démontré que c'est un bon projet et que tout le monde, tous ceux qui ont pris des engagements les respectent, la preuve c'est que déjà à quelques mois, le remboursement qui a été effectué par ceux qui ont bénéficié du crédit véhicule, aujourd'hui, le remboursement effectué permet déjà d'augmenter le nombre de bus. Donc on va commander 60 bus Esprit de vie pour renforcer le charroi. Alors, avant qu'on puisse parler des Congo Airways, j'aimerais quand même que M. Moustapha Amadou, qui est le représentant de la Banque mondiale, puisse nous rejoindre. Où serait-il? Parce que la Banque mondiale ne construit pas seulement les routes. Bienvenue, monsieur Amadou. Merci. Prenez place, s'il vous plaît. Je vous présente le ministre. Bon, lui, peut-être, il est à l'économie. J'aimerais bien savoir si la Banque mondiale... qui est chez nous, parce que contrairement au FMI qui avait un peu boudé la RDC à un moment donné, vous étiez resté présent durant tous ces temps. Donc vous avez participé à la croissance. Oui, je vous remercie. Je remercie aussi son Excellence, Monsieur le Premier ministre, pour l'opportunité qu'il nous donne de nous exprimer. Vous savez, la Banque mondiale est une institution qui travaille avec le gouvernement congolais sur plusieurs secteurs. Ce sont des secteurs prioritaires qui sont définis par la République démocratique du Congo, par le gouvernement, mais de manière plus spécifique pour les transports qui sont un secteur prioritaire. Donc c'est pour la Banque mondiale un secteur prioritaire pour plusieurs raisons. D'abord la dimension économique qui a été évoquée tout à l'heure. Il y a aussi la dimension de stabilité du pays, d'interconnectivité, et la dimension aussi pour promouvoir la compétitivité, l'attrait des investisseurs étrangers. Parce que ce sont ces investisseurs-là qui vont créer des emplois donc pour le bénéfice de la population congolaise. Donc c'est sur cette base que nous avons décidé d'appuyer les programmes prioritaires du gouvernement en matière de transport. Nous avons un certain nombre de projets qui sont en cours d'exécution. Lesquels par exemple? Parce que quand vous dites vous encouragez les Congolais, bon, j'aimerais quand même avant que vous puissiez nous dire dans quel domaine vous intervenez, à quelle hauteur, parce que financièrement parlant, il faut qu'on sache quand même. Est-ce que vous corroborez dans le même sens d'accentuer sur les avancées, les indicateurs? Vous les validez aussi? Non, absolument. Là, c'est lorsque, dans le cadre de la coopération avec le gouvernement de la RDC, nous mettons un accent particulier sur les résultats. Donc, c'est les résultats qui sont visibles. D'ailleurs, c'est le thème de cette émission pour parler de chiffres. Oui. Et donc, je pourrais vous parler de résultats qui sont très tangibles à travers les projets qui sont financés par la Banque mondiale. Pour vous donner juste quelques exemples, il y a un projet, le projet ProRoute, qui vise à désenclaver la partie est, la partie nord du pays. À travers ce projet, nous avons vu, c'est un projet qui a commencé depuis 2008, nous avons déjà vu près de 1500 km de routes qui ont été réouvertes. Nous avons vu près de 2000 km de routes qui ont été entretenues. Et quel est l'impact de ces résultats? Donc nous voyons maintenant dans la partie est, là où il fallait dépenser $50 par moto pour se déplacer, maintenant les populations peuvent dépenser que $10 et se déplacer par minibus, donc avec un niveau de sécurité et de confort accru. Nous avons également vu le prix
des denrées de première nécessité baissé, notamment le prix du manioc à Kisangani qui a été divisé par 3. Et peut-être une anecdote qui pourra intéresser les téléspectateurs, le prix de la bière aussi a baissé de 4500 congolais à 2500 congolais. Donc là, c'est quand même... Ce qui veut dire que le social se retrouve aussi jusqu'au niveau de la bière. Absolument. Donc là, je crois que c'est quand même pour faire le lien entre les investissements au niveau des transports et le vécu quotidien des Congolais. Alors, monsieur le ministre, vous avez la casquette du ministre de l'économie, donc vous pouvez aussi nous confirmer ou infirmer ce qu'il dit, monsieur de la Banque mondiale. Ce que vient de dire monsieur Moustapha Ndia est d'autant vrai que le transport, c'est une des composantes essentielles de l'économie. Vous pouvez produire, mais si vous ne pouvez pas acheminer la production vers le consommateur, vous n'aurez rien fait et votre projet va s'arrêter. Parce que si vous ne vendez pas, vous ne pouvez pas continuer à produire. Et donc, le transport est un élément essentiel du social. Et la Banque mondiale intervient à quelle hauteur? Parce que souvent, on nous embrouille avec des chiffres. Hein, nous Congolais, voilà, la Banque mondiale, les routes, l'éducation, etc. En ce qui concerne les transports, ils font quoi? Dans quel domaine? Par exemple, Congo Airways ou peut-être Transco, ils interviennent à quelle hauteur, monsieur le ministre? D'abord, la politique du gouvernement, telle que voulue par son Excellence, monsieur le Président de la République, c'est d'abord de compter sur nos propres moyens et ensuite aller vers les partenaires. Et donc, les projets qui sont en cours, ceux que j'ai annoncés et d'autres que je pourrais annoncer, nous commençons d'abord par y mettre notre propre participation et les partenaires suivent. Il est évident que la Banque mondiale nous a accompagnés dans beaucoup de projets comme à la SNCC et donc nous pensons qu'avec les projets à venir, elle continuera à être à nos côtés. Il n'y a pas que la Banque mondiale, il y a également la Banque africaine de développement. Absolument. Je crois qu'il y a beaucoup de mécompréhension lorsqu'on parle de conditionnalité. Donc l'intérêt de la Banque mondiale, comme je l'ai dit tantôt, c'est quand même d'avoir des résultats sur le terrain et des résultats durables. Donc dans ces conditions, je reprends un peu les propos de son Excellence, Monsieur le Ministre, qui dit que les priorités sont définies par le gouvernement. Donc nous, ce que nous faisons, c'est appuyer les priorités du gouvernement. C'est pour cela d'ailleurs que les projets ne sont pas exécutés par la Banque mondiale. Ce sont des projets... Mais il y a beaucoup de vos experts qui viennent aussi. C'est l'avantage comparatif de la Banque mondiale de travailler auprès du gouvernement en matière d'assistance technique. Donc nous profitons de l'expérience que nous avons de plus d'une centaine de pays dans le monde, de l'expérience de plusieurs décades, de décennies de développement pour apporter notre avantage comparatif au gouvernement congolais. Donc cette question de conditionnalité, à mon avis, c'est une question qui est très dépassée. Il faudrait plutôt parler de partenariat entre la Banque mondiale et la République démocratique du Congo. Avec moins de conditionnalité? Je pense qu'il faudrait tout à fait éliminer, je pense, le terme conditionnalité dans notre discussion. Je crois que si vous assistez aux discussions que nous avons avec les différents collègues du gouvernement, le mot de conditionnalité ne revient jamais. Donc nous discutons de questions techniques, nous regardons ce qui est bien pour le pays, ce qui va générer une croissance durable, un développement durable. Et donc c'est sur la base de discussions techniques que nous assistons le gouvernement congolais à concevoir les projets pour le bien-être des peuples congolais. Alors, le temps que je puisse permettre à monsieur de la BAD de dire peut-être un mot tout à l'heure pour venir, je vais vous libérer, j'aimerais savoir, sur 2015-2016, vous êtes comme l'Union européenne, déjà planifié quelque chose pour nous, à quelle hauteur? Est-ce que le Congo peut s'attendre à un concours de participation de la Banque mondiale? Au-delà des intentions, hein? Il n'y a pas, on va au-delà des intentions. Je crois que la coopération avec le Congo, c'est une coopération de très longue date qui est fructueuse et qui va continuer. Donc le Congo est un des pays principaux en matière de financement de la Banque mondiale en Afrique. C'est le troisième pays en termes de financement.
Nous avons un portefeuille global de 3,5 milliards de dollars, c'est-à-dire c'est l'ensemble des projets qui sont en cours d'exécution. Au cours des 3 prochaines années, nous allons mobiliser un montant total de 1,5 milliard qui sera mis à la disposition du gouvernement congolais pour financer des projets prioritaires. Donc là, cela me permet en fait de dire que, notamment dans le contexte du secteur des transports, nous avons 3 projets. En fait, il y a le projet ProRoute qui est en cours d'exécution. Nous avons également le projet de transport multimodal qui va au-delà en fait des routes. Donc c'est le projet qui touche également au transport aérien, mais aussi au transport ferroviaire, de même que le transport fluvial. Donc parce que le Congo, c'est un des rares pays où l'ensemble de ces modes de transport doivent jouer leur rôle. Et donc nous, au niveau de la Banque mondiale, nous assistons le Congo pour vraiment développer l'ensemble de ces modes de transport. Et c'est là en fait l'opportunité aussi de dire qu'il y a juste quelques jours, notre conseil d'administration vient d'approuver un montant de 52 millions de dollars pour appuyer la réhabilitation de l'aéroport de Goma. Donc vous voyez que lorsque nous parlons de la coopération, c'est une coopération qui est très active, qui est très dynamique et qui donne des résultats sur le terrain. Merci beaucoup, monsieur de la Banque mondiale, qui s'appelle monsieur Moustapha Amadou. Merci en tout cas. Si celui de la BAD est avec nous, monsieur le ministre, vous restez un tout petit peu. On sent que la Banque mondiale est avec nous. Hein, on le sent. Le monsieur de la BAD, Banque africaine de développement, qui s'appelle Sylvain Maliko. Bienvenue. Merci beaucoup. Installez-vous, monsieur le ministre. Avant que le ministre puisse répondre à cette question, j'aimerais quand même au niveau de la BAD, hein, on vous a vu, la BAD, participer à quelques projets en RDC, mais très souvent, ce qu'on reproche à la BAD, qui est la Banque africaine de développement, faisant partie du groupe de la Banque mondiale, hein, il faut quand même le dire, non? Vous êtes indépendant? Oui. Bon, la Banque mondiale est quand même actionnaire chez vous? Non, pas du tout. Merci beaucoup pour la précision. On dit que la Banque africaine de développement est un peu frileuse, n'arrive pas à dégager suffisamment de fonds pour aider un pays africain comme le nôtre. Tout le monde l'a dit, un pays phare qui mérite beaucoup plus de financement que les 3 milliards dont il était question tout à l'heure pour la Banque mondiale. Qu'en dites-vous, M. Maliko? Bien, merci beaucoup. Je voudrais saisir cette occasion pour féliciter M. le Premier ministre pour cette initiative, mais également présenter mes civilités aux autres hautes personnalités de la République que je n'ai pas encore eu l'occasion de rencontrer, parce que je suis en poste depuis bientôt 1 semaine, 10 jours. Ah, soyez le bienvenu. Merci. Soyez le bienvenu au Congo. Je viens du siège où j'étais le directeur de l'intégration régionale et du commerce. Et je pense que le fait que la banque ait décidé qu'un directeur de département soit représentant dans un pays est une particularité. C'est généralement des collègues de niveau légèrement inférieur. J'ai entendu tout à l'heure dire que d'autres institutions qui sont peut-être mondialement plus connues que la BAD, FMI, Banque mondiale, la BAD a la particularité d'être centrée sur l'Afrique, oui, ont porté la voix du Congo dans d'autres forats. Je voudrais indiquer que le président du groupe de la Banque africaine de développement, qui est le porte-voix de l'Afrique sur les questions économiques touchant l'Afrique, est constamment en train de valoriser certaines réalisations ou performances des pays qui émergent. Et je pense que le Congo en est un. Le Congo émerge. Il est en voie vers l'émergence. Donc c'est déjà un mouvement, il faut le reconnaître. Je dis cela parce que on a souvent tendance à ne pas dire assez de ce que nous réalisons. Quand on est dans une trajectoire et que l'effort est constant, il faut le maintenir, parce que c'est cela un peu le développement, le mouvement pour le changement. Pour revenir à votre question, la Banque africaine de développement, le groupe de la Banque africaine de développement, pour être plus précis, est une entité spécifiquement africaine dont le capital est détenu par les pays africains, qu'on appelle les pays membres régionaux, et les pays non africains, qui sont les pays membres non régionaux, venant de divers continents. La Banque africaine de développement a des moyens qui sont les siens, mais qui demeurent
limité comparativement à d'autres intervenants. Il n'empêche que dans le cadre de ces opérations, la Banque africaine de développement, surtout au Congo, en République démocratique du Congo, la Banque africaine de développement a ouvert des voies qui sont en rapport avec le type de réponse que le pays attend par rapport à ses performances. Nous avons constaté le triplement des ressources concessionnelles qui sont essentiellement des dons. Nous avons observé également, du fait des performances macroéconomiques favorables de la Banque du Congo, la reclassification du Congo qui aujourd'hui bénéficie d'une composante dons et d'une composante prêts. Nous avons aussi la possibilité pour les opérateurs économiques, ceux du secteur privé, d'accéder à des ressources de la BAD. Donc, je pense que tous ces instruments mis ensemble donnent beaucoup de possibilités. Le dernier point, c'est que l'avantage que la Banque africaine de développement offre à des pays comme le Congo, c'est d'utiliser justement les fonds qui sont des allocations pays pour avoir un effet multiplicateur au niveau de la mobilisation des ressources qui sont du guichet intégration régionale. Merci beaucoup. Monsieur le ministre, à part l'aéroport, on a parlé de Lubumbashi qui a bénéficié du financement de la Banque africaine de développement, est-ce qu'il y a d'autres secteurs qui ont bénéficié de cet apport? C'est une banque africaine. On pouvait s'attendre à ce que ça soit un peu plus offensif, bon, malgré la modicité des moyens. Est-ce que vous nous dites aujourd'hui, vous avez un partenaire valable et crédible sur lequel, naturellement, au-delà de vos moyens propres, sur lesquels vous pouvez compter? Oui, il faut dire effectivement que la BAD intervient dans plusieurs projets dans notre pays. Et quand j'ai parlé de l'intervention de la Banque mondiale à la SNCC, la BAD aussi y a participé pour à peu près 76 millions de dollars. Et donc la BAD nous accompagne également dans la réalisation de nos projets. Et j'ai noté que la BAD essaye de diversifier depuis un certain temps ses interventions en mettant aussi l'accent sur les petites et moyennes entreprises, mais également sur la formation des personnes. Parce que l'un des objectifs du gouvernement, c'est de travailler aussi sur les personnes qui représentent le premier capital. Et donc, cette vision, cette nouvelle vision de la BAD est à encourager et nous permet justement de rencontrer les objectifs du gouvernement. Alors, le ministre Kaumba nous disait que Congo Airways va voir le jour bientôt. Nous sommes en 2015. Bientôt, on va être beaucoup plus... C'est le bientôt de Jésus ou c'est le bientôt? Non, déjà le 30 juin 2015, le vol inaugural de Congo Airways va... Au mois de juin? Oui, dans quelques mois, dans quelques jours, on aura le premier vol inaugural. Vous avez suivi, on a déjà nommé les responsables et les partenaires sont déjà venus et tout est en train de se mettre en marche pour que cette échéance-là soit rencontrée effectivement. Merci beaucoup. Je dois vous remercier parce que les autres collègues, à vous, doivent parler. Monsieur Delabade, merci. À moins que vous ayez des promesses à nous faire, s'il y a un peu d'argent supplémentaire. Dans les cas... Non, je dois dire que Monsieur le ministre, la Banque africaine de développement a récemment donné des indications sur les allocations pays. Oui. Et j'indiquais que ces allocations ont triplé. Ça a triplé? Ça a triplé par rapport à 2012. Donc, il y a une perspective mais ce n'est intéressante. pas un risque d'investir au Congo pour vous, ou c'est un avantage? Je vous réponds en africain. Et j'ai connu des pays qui ont vécu des transitions difficiles, Oui. qui ont su sortir la tête de l'eau. Et le Congo est dans cette perspective. Donc, on peut miser sur le Congo. En tant qu'Africain, le Congo avance ou recule? Je vous ai fait une réponse qui va dans le sens de ce que vous venez de dire. Le Congo avance, à mon avis. Et je crois que je ne suis pas le seul à le dire. Sur ce plateau, il y a eu beaucoup d'orateurs qui ont exprimé la même chose. Donc, il y a un capital de confiance qu'il faut consolider. Merci beaucoup, monsieur Delabade. Merci. Allez, avec le micro, on va le récupérer. Monsieur le ministre, merci beaucoup. On sent que le professeur Bahati, ministre de l'économie, a bien représenté celui des transports. J'aurais bien voulu parler de beaucoup de secteurs, mais le temps est limité. Vous savez qu'il y a beaucoup d'actions qui sont en cours. Oui. D'abord, en ce qui concerne le bief maritime, un contrat a été signé avec une société belge pour dégager le bief maritime. Mais, bien sûr, mais il n'y a pas que la Belgique. Il y a tout un tas de projets en cours, notamment
le train urbain qui va être réhabilité, le chemin de fer Matadi-Kinshasa, et on va dégager toutes les épaves qui sont dans les différents ports pour permettre la fluidité. Il y a beaucoup d'aéroports qui sont en train d'être aménagés et au jour d'aujourd'hui, la RDC n'est plus un trou noir. On a couvert à peu près les 3/4 du pays et cet effort est en train de... Mais vous êtes en train de faire rêver le Congolais avec tout ceci, mais est-ce que ce n'est pas... le prix qu'on paye pour monter à bord d'un bus ou prendre l'avion, les avions poubelles, les accidents, tout ceci, c'est quand même un problème. Le ministère des Transports et Communications va d'ailleurs procéder à une recertification des compagnies aériennes pour réduire les accidents et les incidents. Et on est en train d'y travailler pour qu'on améliore la desserte. Et les morts qu'on a sur nos fleuves et nos eaux, qu'est-ce que vous allez dire? Les responsabilités se situent à plusieurs niveaux. Nous, en tant que gouvernement, nous faisons notre effort. Mais nous demandons également à tous les intervenants, aux opérateurs, de respecter les lois du pays. Parce que parfois, c'est la surcharge, c'est le non-respect des normes, les manifestes falsifiés qui sont souvent à la base des accidents. Il faut que la sanction suive. Merci beaucoup, M. le Cela est ministre. regrettable. Je vous accompagne. Merci beaucoup. Eh ben, il faut parler de l'homme maintenant, le Congolais, il faut qu'il en bénéficie aussi, les fonctionnaires, parce que les infrastructures, c'est bien. La Banque mondiale nous a parlé de beaucoup de projets. La MONUSCO nous a parlé de la sécurité à l'Est. Est-ce que les policiers, les militaires bénéficient d'un bon salaire aujourd'hui ou du salaire tout court pour savoir s'il peut faire son travail correctement? Jean-Claude Kibala, c'est le ministre en charge de la fonction publique. Qu'est-ce qu'il a fait de nos fonctionnaires? Monsieur le ministre, venez. Je peux l'applaudir. Monsieur le ministre, on vous présente comme étant l'un des réformateurs de la fonction publique de la RDC sous la supervision de Matata Ponyo. Votre domaine, qui est la fonction publique, qui est le premier employeur finalement des Congolais, les Congolais vous regardent vraiment dans les yeux. Les enseignants, le médecin, les policiers, le militaire, enfin, tous ceux qui sont chez eux. Qu'est-ce que vous avez fait de nos fonctionnaires, monsieur le ministre? Oui, je tiens aussi à remercier son Excellence, monsieur le Premier ministre, de nous accorder cette parole pour nous exprimer exactement, donner des mots, des chiffres et des faits par rapport aux réformes que nous menons. Les réformes à la République démocratique du Congo, ce n'est pas des réformes que nous menons seuls. La France, par exemple, mène des réformes qui sont structurelles, inspirées de la nouvelle gestion publique axée sur les résultats. La République démocratique du Congo mène des réformes, d'abord, qui sont guidées par la Constitution de la République, qui veut un État unitaire avec une décentralisation administrative. Deuxième élément, la réforme administrative en République démocratique du Congo doit être menée à cause de la situation de la RDC qui est un pays post-conflit. Il y a énormément d'effets collatéraux qui nous guident par rapport à la réforme que nous menons. Troisièmement, la réforme de l'administration publique doit être menée parce qu'il y a une inefficacité à outrance dans cette administration publique. Vous venez d'écouter les économistes qui disent que la RDC est en mouvement vers l'émergence et il faut une administration de développement pour accompagner la RDC. Je ne suis pas le patron de l'armée et de la police, bien que aussi c'est l'administration publique, oui. Mais je voudrais évoquer exactement qu'au niveau de l'administration publique, nous avons, après avoir exactement observé trois faits. Le premier fait, c'est l'état des lieux de l'administration publique connu de tous, qui est caractérisé par des cadres organiques, des cadres juridiques obsolètes, dépassés par la situation actuelle, par la non-maîtrise des effectifs et exactement l'élan important des fictifs. Cette administration est aussi caractérisée par un vieillissement du personnel. Plus de 30% des agents fonctionnels de l'État, aussi dans l'armée et la police, ont dépassé l'âge de la retraite. Cette administration est aussi caractérisée par de mauvaises pratiques, le non-respect de l'éthique professionnelle et de la déontologie qui s'exprime par la corruption. Et donc, le deuxième élément qui caractérise cette stratégie de réforme, c'est la vision
prônée par le chef de l'État, la vision de modernité et de l'émergence de la République prônée par le chef de l'État. Le troisième élément, c'est la vision, c'est la volonté du Premier ministre de pouvoir exprimer dans le programme d'action du gouvernement de faire de l'administration publique le lance de fer. Autrement dit, il faut quand même du personnel de qualité pour que la modernité puisse être au rendez-vous. Mais j'aimerais quand même savoir, est-ce que vous êtes accompagné aussi de partenaires? Parce que tout à l'heure, on a vu la BAD, la Banque mondiale. Nous avons défini une stratégie de réforme. Cette stratégie de réforme a connu la participation non seulement des partenaires sociaux, mais aussi des partenaires techniques et financiers. Et cette stratégie se repose sur 7 axes. Et dans ces 7 axes, nous avons certainement des partenaires qui nous accompagnent, notamment dans la maîtrise des effectifs. Nous avons recensé depuis 2012 environ 360 000 agents dans 4 provinces. Les 7 autres provinces ont été recensées avant notre arrivée. Nous avons créé l'École nationale d'administration pour renforcer l'efficacité et la formation des jeunes et intégrer des jeunes dans l'administration publique pour répondre aux préoccupations de vieillissement du personnel. Nous avons débuté un travail de création d'une caisse de retraite pour répondre aux préoccupations de sécurité sociale des agents et fonctionnaires de l'État. Comme vous le savez, aujourd'hui, l'agent de l'État reçoit sa retraite du budget de l'État, donc nous sommes dans un régime octroyé, compte tenu du nombre important des retraités, des agents éligibles à la retraite que nous avons dans l'administration publique en général, dans la police et l'armée aussi. Il est important de pouvoir réformer ces secteurs, donc nous passons dans un régime contributif qui amène les agents et le gouvernement de pouvoir contribuer à une caisse de retraite pour sécuriser la pension qui sera, selon les statistiques, les informations d'études que nous avons, qui sera meilleure que la pension que nous payons aujourd'hui aux agents et fonctionnaires de l'État. Merci beaucoup. La pension qui est payée par l'INSS, qui est une des structures de l'État qui marche plutôt bien, qui paye maintenant les retraités à travers le pays. La France vous aide beaucoup. J'aimerais bien que l'ambassadeur de France à RDC, Luc Alade, puisse nous rejoindre. Il faut aussi l'encourager, hein, Luc Alade. L'ambassadeur de France. Monsieur l'ambassadeur, bienvenue. Je vous présente le ministre. Enfin, vous vous connaissez déjà, hein, je présume. Est-ce que la France... Oui, c'est ouvert, monsieur l'ambassadeur. Est-ce que la France aide la fonction publique, les fonctionnaires congolais, à améliorer leur situation? Le ministre nous a parlé de beaucoup de réformes. Quel est le niveau, le degré de l'intervention de la France aux côtés du gouvernement congolais? Alors, la fonction publique est un des domaines dans lesquels nous essayons d'appuyer les efforts de réforme du gouvernement congolais, et notamment de monsieur le ministre de la fonction publique qui vient d'intervenir sur ce sujet. Vous avez beaucoup évoqué des montants financiers en demandant à tous mes prédécesseurs, mais combien vous mettez sur la table? Oui. La coopération, c'est pas seulement mettre de l'argent, on en met bien sûr, mais notamment en termes de réforme de la fonction publique, de l'administration, c'est pas seulement une question de montant financier, c'est une question de volonté politique, c'est une question de volonté de réforme, et c'est une question de pouvoir s'appuyer sur les partenaires et tirer profit de leur expérience, positive ou négative d'ailleurs, pour pouvoir avancer. Et c'est ce que fait fort bien monsieur le ministre de la fonction publique. Ayant lui-même une expérience internationale, il s'appuie sur cette expérience internationale, sur les conseils et les appuis qu'on peut donner les uns et les autres. Il se trouve que la France est effectivement chef de file du groupe technique sectoriel sur la fonction publique, mais on n'est pas les seuls partenaires à intervenir aux côtés de l'État congolais dans ce domaine, qui est un domaine essentiel parce qu'on a beaucoup insisté sur l'investissement privé à juste titre. Mais si on veut qu'un État fonctionne, il faut qu'il ait des fonctionnaires qui eux-mêmes fonctionnent, si je puis dire. Et que cette réforme que mène avec courageusement et avec détermination le ministre de la fonction publique sous l'autorité de monsieur le Premier ministre, c'est essentiel pour que l'État soit plus efficient. Il faut que l'État soit juste, qu'il soit efficient. Et pour que l'État soit juste, il faut que ses fonctionnaires soient payés. Il faut qu'ils soient payés correctement et surtout régulièrement, ce qui est maintenant le cas, qui est évidemment un progrès sensible. Je répondis tout de suite, monsieur l'ambassadeur, vous dites qu'il faut que les fonctionnaires soient payés et régulièrement payés. Est-ce que c'est le cas, monsieur le ministre? Oui, avec la bancarisation, en 2012, quand nous sommes arrivés à l'administration publique, à la fonction publique, les salaires des agents ont été payés avec beaucoup de retard.
le salaire n'était pas payé dans la totalité. Il y avait des retraits des billets dans le montant qu'on reversait aux fonctionnaires. Il y a des comptables complètement qui disparaissaient à cours de route avec l'argent des fonctionnaires. Aujourd'hui, ce n'est plus le cas. Nous avons bancarisé environ 700 000 agents aujourd'hui qui sont 700 000, environ 700 000 qui sont payés par la banque, qui reçoivent leur salaire régulièrement et la totalité de leur salaire. Certainement, sur ce point, nous avons encore difficulté dans certains territoires assez difficiles, mais je crois qu'on n'a pas encore épuisé le potentiel que nous offrent les nouvelles technologies en utilisant le mobile banking. Je pense qu'avec ces nouvelles technologies, nous pouvons arriver à servir les agents et fonctionnaires de l'État, surtout les enseignants qui sont dans des milieux un peu reculés de la République. Monsieur l'ambassadeur, je vois à travers les images tout à l'heure l'ENA. On sait que la France a une grande tradition de l'administration avec l'École nationale d'administration. Est-ce que vous avez transposé ici les formats ENA en RDC? Où est-ce que vous en êtes concrètement? Est-ce qu'on forme maintenant les fonctionnaires d'une manière efficiente ici au Congo? Je ne dirais pas qu'on a transposé l'ENA française en RDC, ça serait un peu trop simpliste. On a essayé d'adapter notre schéma aux besoins et aux demandes des responsables des administrations congolaises. Et je crois, bon, ça fait un an que la première promotion, maintenant, Patrice Lumumba va sortir fin juin. Après une année de formation, c'est donc encore une école jeune, mais je dois dire que le succès qu'elle a et l'enthousiasme, le professionnalisme démontré par ces élèves de cette première promotion sont tout à fait encourageants. Il y a eu, de mémoire, et je parle sous le contrôle de Monsieur le Ministre, 1300 candidats pour une 60aine de postes l'année dernière. Le concours de recrutement de la deuxième promotion est en train d'être mené et il y a 3000 candidats pour 100 postes cette année. Donc ça montre bien qu'il y a un grand engouement. Quelque part, c'est aussi une forme de reconnaissance de la part de la population elle-même, des jeunes Congolais formés à l'université dans les différentes écoles, que c'est une voie d'avenir. Et bien former ces fonctionnaires, c'est évidemment essentiel pour que, comme je disais tout à l'heure, l'État fonctionne. Mais ce n'est pas seulement l'ENA. L'ENA, c'est évidemment une belle réussite, et nous sommes très fiers, très heureux de pouvoir accompagner l'État congolais dans ce projet. Mais il y a aussi tout le reste. Il n'y a pas seulement les hauts fonctionnaires qu'il faut former, il y a aussi les fonctionnaires de rang intermédiaire, il y a les fonctionnaires qu'il faut recycler. Tout ça fait partie d'un tout, et je crois qu'on aura encore besoin d'appuyer le ministère de la fonction publique dans aussi ces domaines-là pour pouvoir contribuer à ce que les fonctionnaires, certes de l'État central, mais aussi des provinces, soient de qualité, bien formés, engagés dans leur travail. Et quand je vois encore une fois les contacts que j'ai pu avoir avec la promotion actuelle de jeunes hauts fonctionnaires et futurs hauts fonctionnaires de l'ENA congolaise, mais je suis très, très optimiste sur la suite. Alors, une question que beaucoup de Congolais se posent. La France fait partie du Conseil de sécurité des Nations Unies. On sait que beaucoup de résolutions sont beaucoup initiées par la France. Est-ce qu'en matière de l'éducation, on en parlera tout à l'heure avec le ministre, mais plus de la fonction publique, est-ce que la France joue aussi un rôle au-delà de l'ENA, au-delà de quelques conseils que vous pouvez donner au ministre? Oui, on intervient dans d'autres secteurs que la fonction publique, bien sûr. On intervient dans le secteur de l'environnement, on intervient dans le secteur de l'éducation, vous l'avez évoqué. On intervient dans différents secteurs d'appui aux entreprises. On a évoqué tout à l'heure Transco, Congo Airways, où il y a des entreprises françaises qui se sont mobilisées pour pouvoir accompagner les efforts du gouvernement dans ce domaine. Donc il y a différentes formes de partenariats qui sont à l'œuvre. Et puis aussi essayer de favoriser l'investissement privé, y compris français pour ce qui nous concerne, bien sûr, pour attirer davantage d'entreprises françaises en RDC pour qu'elles puissent investir et contribuer au développement du pays. Donc tout ça, c'est une espèce de package, je dirais en mauvais français, de panels d'intervention qui sont multiples, variés. On est au Conseil de sécurité et vous l'avez rappelé, nous intervenons beaucoup dans la préparation, la rédaction et la négociation de toutes les résolutions depuis une quinzaine d'années qui concernent la République démocratique du Congo. Mais on est aussi un partenaire présent sur le terrain et c'est ça qui fait, je pense, en tout cas notre fierté et notre intérêt, c'est qu'on est tout en haut, si je puis dire, de la pyramide internationale, mais on est aussi très concrètement et quotidiennement aux côtés des Congolais et de leurs autorités. Monsieur le ministre, on va terminer par là. Une question plus directe par rapport à la France. Est-ce que cette expérience de l'ENA
va pouvoir aussi s'étendre à l'intérieur du pays, parce que l'ENA quand même c'est Kinshasa, ça forme au niveau central, mais l'administration maintenant avec la territoriale, ça va demander beaucoup de provinces, 26 maintenant. Est-ce que vous allez bénéficier de la formation, plutôt des formateurs venus de France, au niveau de l'INPP, au niveau des classes moyennes? Vous allez vous contenter de former l'élite et puis ça s'arrête là? D'abord, l'École nationale d'administration qui loge dans le bâtiment de l'administration publique ici à Kinshasa, que vous avez modernisé. Que nous avons modernisé. Oui. Il peut accueillir que 100 jeunes professionnels par an. Nous avons commencé avec une promotion de 60, comme on l'a évoqué. Maintenant, comme il y a une forte demande au sein de l'administration publique, nous allons former la deuxième promotion avec 100 jeunes professionnels. Mais comme vous le voyez, pour remplacer plus de 200 000 agents et fonctionnaires de l'État, dont la majorité c'est des cadres, il faut une école capable de former plus de 100 jeunes professionnels par promotion. Et donc la volonté du gouvernement, c'est de pouvoir exactement avoir une infrastructure capable de former plus d'élèves que nous le faisons aujourd'hui. Pour ce qui concerne la décentralisation, avec l'appui des partenaires, la Banque mondiale, nous avons déjà construit en province et réhabilité des infrastructures pour des formations continues et aussi pour répondre exactement aux soucis de la décentralisation, préparer les fonctions publiques provinciales et locales, former l'administration publique déconcentrée exactement pour répondre aux préoccupations du développement de la République. Merci beaucoup. Monsieur l'ambassadeur, juste une question avant que je garde le ministre une seconde. Est-ce que vous permettez, venez avec moi s'il vous plaît, vous permettez que les cadres congolais puissent aller faire des stages en France, s'améliorer et puis revenir ici? Parce que les visas, ça pose problème. Excusez-moi de plaider pour les visas. Tant qu'il s'agit de vrais fonctionnaires et de vrais cadres de l'administration, il n'y a aucune difficulté. Oui. Et ça arrive d'ailleurs assez fréquemment. Oui. Qu'on accorde effectivement des visas pour des compléments de formation ou pour des formations plus longues en France. Ce qu'on essaie de faire au maximum, c'est l'inverse, mais moins pour des questions de visa que pour des questions d'efficacité. Quand vous faites venir un ou plusieurs formateurs en RDC qui peuvent former 10, 20, 30, 40 ou 50 agents, vous êtes beaucoup plus efficace et vous utilisez beaucoup plus de crédit que d'envoyer 1, 2 ou 3 stagiaires en France pour quelques mois. Donc, sauf pour des cas spécifiques où il y a besoin effectivement d'aller dans des stages d'application en France, ça arrive bien sûr. Il y a d'ailleurs une association d'anciens élèves de l'ENA qui prouve bien qu'il y a eu un certain nombre de Congolais qui sont allés se former, y compris et notamment à l'ENA en France. Mais d'une manière générale, on essaie de privilégier la venue des formateurs parce qu'on a une démultiplication de l'action qui est beaucoup plus intéressante. Merci beaucoup, monsieur l'ambassadeur. Ramenez le micro. Je parlais de... Vous avez organisé dernièrement l'élection des syndicats. Hein. Vous avez réorganisé un peu la représentation des fonctionnaires au niveau de la fonction publique. Est-ce que ça a donné de bons résultats? Parce qu'on a vu moins de grèves qu'auparavant. Ou bien c'est en cours de mise en place. Enfin, ça, je plaide un peu pour les fonctionnaires. On a organisé les élections syndicales après 23 ans. Je crois qu'il y a 23 ans, on a trouvé un syndicat de fait. On a essayé de l'organiser pour avoir des partenaires avec lesquels nous allons certainement mener cette réforme parce que, comme je l'ai évoqué, le cadre stratégique que nous avons élaboré a été fait avec la collaboration et l'implication totale des agents et fonctionnaires de l'État, représentés entre autres par ces syndicats-là, et c'est pour ça qu'il était important et utile de pouvoir organiser des élections syndicales. Et d'ailleurs, je vous annonce que d'ici peu, nous allons avoir le premier dialogue, la première réunion de dialogue social où le banc syndical sera d'un côté et de l'autre côté, il y aura le gouvernement pour essayer de discuter sur les cahiers des charges, c'est-à-dire des préoccupations réelles des agents et fonctionnaires de l'État. Et la question de la politique salariale sera aussi sur la table, mais je voudrais évoquer ici un élément important. Sur instruction de son Excellence Monsieur le Premier ministre, le ministère du Budget et de la fonction publique travaille sur la rationalisation des primes et salaires des fonctionnaires de l'État. Vous savez très bien qu'en province, les agents touchent certains seulement la prime, d'autres seulement le salaire de base. À Kinshasa, il y en a qui ont le 2
Il y en a qui ont des primes qui dépassent le 2/3 de leur salaire. Il faudrait qu'on essaie de créer l'équilibre et pour que chaque agent puisse, selon le statut et selon les primes qui lui sont octroyées par le texte réglementaire, qu'il puisse avoir ce droit-là. Ce travail sera aussi discuté avec le syndicat d'ici peu. Merci beaucoup, Monsieur le ministre. Je pense que les fonctionnaires vont se retrouver dans ceci. Il nous reste, à peine 2 ou 3 ministres pour terminer notre émission parce que nous sommes très limités par le temps. J'aimerais quand même qu'on puisse s'interroger sur la santé des Congolais. La santé. Parce que c'est très important. La santé, les hôpitaux, mais aussi les taux de mortalité. Parce que on dit beaucoup que vaut mieux accoucher à Johannesburg qu'à Kinshasa parce que les enfants parfois nous quittent, parfois le maire aussi. Alors le ministre de la Santé, est-ce qu'il peut nous rassurer que Ebola n'a pas été un accident de parcours, d'avoir maîtrisé et d'avoir même transmis à d'autres pays la stratégie de gestion des crises? Monsieur le ministre, venez avec moi. Alors, il y a un micro juste à côté de vous, je peux le récupérer. Installez-vous, monsieur le ministre de la Santé, Kabangé. J'ai pris des notes. J'aimerais bien savoir, monsieur le ministre, tout à l'heure vous serez rejoint par Pascal Villeneuve de l'UNICEF, qui vous aide beaucoup. Aujourd'hui, quel est l'état des lieux de la santé des Congolais, des hôpitaux, des dispensaires dans notre pays? Parce qu'un pays en bonne santé, c'est un pays qui se porte bien. Monsieur le ministre, vous êtes vous-même docteur. Merci beaucoup. Je pense que c'est une question très importante. Comment se porte la RDC sur le plan sanitaire? Je dirais d'emblée que la RDC sur le plan sanitaire se porte mieux qu'il y a 5 ans et encore mieux qu'il y a 15 ans. Parce que vous avez parlé des hôpitaux tout à l'heure, je commence par le programme phare du gouvernement actuellement. C'est le programme d'équipement de 1000 centres de santé et 200 hôpitaux. Non seulement les équiper, mais également les doter en médicaments essentiels, y compris les intrants de planification familiale. Mais nous sommes allés au-delà. Nous sommes maintenant en train de construire 34 centres de santé selon le modèle type de la modernité et 72 vont être construits dans les tout prochains jours également. Et j'aimerais rappeler que depuis le plan Van Hoff-Duren, 1940, 1956, 57, en RDC, on n'a plus construit des infrastructures sanitaires. Il a fallu attendre les 5 chantiers, puis la révolution de la modernité avec le programme actuel. Mais comment se porte le Congolais lui-même sur le plan sanitaire? Je peux vous dire que la RDC aujourd'hui est un pays sans polio. Depuis le 22 décembre 2012, donc ça fait exactement 2 ans et 3 mois. La RDC est un pays qui a la meilleure expertise au monde pour la riposte contre Ebola. Tenez, pour l'épidémie d'Ebola de Djera en 2014, l'alerte a été sonnée dans les 10 jours qui ont suivi le premier cas de décès de suspects. Et la riposte nous a pris 40 jours. En 40 jours, nous avons contrôlé l'infection, l'épidémie, alors qu'en Afrique de l'Ouest, nous sommes déjà à 1 an et 3 mois pour le contrôle de cette épidémie. Mais nous avons également des indicateurs clés. Aujourd'hui, c'est la mortalité des enfants de moins de 5 ans, où nous sommes partis de 215 décès pour 1000 naissances vivantes en 2001. Nous sommes passés en 2010 à 158 décès pour 1000 naissances vivantes et aujourd'hui, en 2014, au mois de mars, nous étions à 104 décès pour 1000 naissances vivantes. C'est dire qu'on a augmenté les chances pour un enfant qui naît au Congo de fêter son 5e anniversaire. 30% de réduction dans les 5 dernières années. Et cela est lié à un certain nombre de paramètres. Le paludisme. Si, il y a 7 ans, 6% d'enfants seulement dormaient dans une moustiquaire imprégnée d'insecticides, aujourd'hui c'est 56%. Il y a 7 ans, c'était 7% des femmes contre 60% aujourd'hui. C'est la malnutrition. En 2001, nous sommes à 16% de taux de malnutrition aiguë. Nous sommes à 9% aujourd'hui. C'est également la vaccination. Le nombre total d'enfants vaccinés
nous sommes à 31% en 2007 et aujourd'hui nous sommes à 45%. Et dans le même temps, nous partons de 18% pour les enfants qui n'ont jamais reçu aucun vaccin et aujourd'hui on est à 6%. Donc il y a un certain nombre de paramètres. Je vais aller dans l'eau potable pour parler des maladies diarrhéiques. Donc il y a énormément de paramètres qui ont été améliorés. Permettez, Monsieur le Ministre, s'il vous plaît, je vous laisserai encore quelques secondes tout à l'heure, mais j'aimerais que Monsieur Pascal Villeneuve puisse nous rejoindre. Il est représentant de l'UNICEF au Congo. Bienvenue, Monsieur le Ministre. Est-ce que vous pouvez être gentil, vous lui prêtez votre micro? Monsieur Villeneuve, bienvenue. Merci. Dans cette émission, on sait que l'UNICEF souvent n'est pas très bavard pour expliquer un peu les données de notre pays. Si vous était demandé par les Congolais moyens qui nous suivent aujourd'hui, quelle est votre appréciation de la situation sanitaire, notamment en République démocratique du Congo? Merci Jean-Pierre. Monsieur Jean-Marie Kassamba. Jean-Marie, pardon, excusez-moi. Je voudrais également en profiter évidemment pour remercier dans le micro, s'il vous plaît. Monsieur le Premier ministre pour l'opportunité qu'il m'est donnée justement de parler un peu plus de ces questions tout à fait fondamentales. Si vous me le permettez, je voudrais peut-être rebondir d'abord sur le thème de cette émission. Les RD Congo aujourd'hui, c'est d'abord son capital humain. J'ai entendu dire, bien entendu, que le Congo est un pays très riche en ressources naturelles, mais la vraie richesse d'un pays, c'est son capital humain. Or, un pays ne peut évidemment avoir un capital humain optimal qu'en investissant dans la santé, l'éducation, la nutrition et la protection de ce qui constitue à l'heure actuelle au Congo plus de 50% de la population, c'est-à-dire les enfants. Encore une fois, définis comme tout individu âgé de moins de 18 ans. Alors, maintenant, par rapport aux chiffres, je suis évidemment tout à fait en accord avec ce qu'a dit Monsieur le ministre de la Santé, puisqu'en fait, un certain nombre des données qu'il a citées sont des données qui sont collectées, soit de façon routinière ou à travers des enquêtes auprès des ménages, qui sont financées par le gouvernement, mais aussi avec l'appui d'un certain nombre de partenaires, y compris l'UNICEF. Je voudrais citer également peut-être un chiffre. Le VIH-Sida, évidemment, continue à être un problème de santé publique en RDC, même si nous observons une diminution de son incidence depuis quelques années. Une intervention très importante, c'est de prévenir la transmission du VIH entre la femme enceinte qui est séropositive et son enfant. Oui. Et la couverture de cette intervention, qui était encore de 4% il y a 4 ans, est maintenant de 33%. Donc on assiste à une augmentation très significative de la couverture de cette intervention à haut impact. Évidemment, des efforts restent encore à faire, évidemment, pour continuer à faire augmenter la couverture de cette intervention. Je vais poser cette question avec naturellement l'assistance du ministre. L'UNICEF a publié il n'y a pas longtemps des chiffres qui avaient fait rêver un peu beaucoup de Congolais pour dire la situation s'améliore. Mais est-ce que vous pouvez nous dire dans quel domaine précisément vous êtes optimiste et vous félicitez le gouvernement congolais? Bon, le premier domaine de satisfaction, c'est, comme l'a souligné le ministre, c'est la réduction de 30% du taux de mortalité des enfants de moins de 5 ans en 7 ans. Ce qui est quand même une avancée tout à fait remarquable et qui est liée à une accélération importante de certaines interventions comme la vaccination, en particulier la vaccination contre la rougeole. La rougeole qui était l'une des premières causes de mortalité chez les jeunes enfants il y a encore 10 ans est maintenant reléguée au 4e ou au 5e rang. Mais aussi l'augmentation de l'utilisation de moustiquaires imprégnés par les jeunes enfants,
l'utilisation des moustiquaires imprégnés, on ne le sait peut-être pas assez, mais c'est la principale arme dont nous disposons à l'heure actuelle pour se protéger contre le paludisme. Merci beaucoup, monsieur de l'UNICEF. Monsieur le ministre, récupérez votre micro. Je vais libérer monsieur Villeneuve. Merci beaucoup. Monsieur le ministre, venez avec moi. Ces témoignages de l'UNICEF nous fait croire qu'on peut espérer au Congo avoir une santé de qualité avec des équipements. Mais ceux qui sont en race campagne, dans nos villages, est-ce qu'ils ont du matériel? Est-ce qu'ils ont des microscopes? Est-ce qu'ils ont des seringues? Qu'est-ce que vous leur dites là maintenant? Merci beaucoup. Je pense que le défi justement que le gouvernement s'est donné dans ce domaine-là, c'est de pouvoir réhabiliter, équiper de manière équitable sur l'ensemble du pays. Sur les 1000 centres de santé, la répartition a été très équitable. Ça veut dire que chaque province a droit à 18 hôpitaux et 90 centres de santé. Des projets ou des réalisations? Au moment où je vous parle, nous sommes en train d'équiper, parce que tous les équipements sont au niveau du pays, 660 centres de santé, parce que la première et la deuxième phase sont déjà payées au niveau de l'UNICEF sur un budget de 50 millions de dollars pour les équipements. L'UNICEF a déjà reçu 40 millions. D'où vient l'argent, monsieur le ministre? Du Trésor public. Du Trésor public, c'est financé totalement par le gouvernement. Et pour aller plus loin, parce qu'il y a des indicateurs dont on n'a pas parlé, les indicateurs comme le taux de mortalité maternelle qui sont élevés, le gouvernement donne 2 lits d'accouchement dans chaque hôpital, un lit d'accouchement dans les 1000 centres, mais aujourd'hui le Premier ministre est allé plus loin parce qu'on a décidé, pour montrer la volonté du gouvernement d'améliorer cet indicateur, dans les jours qui suivent, chaque député et chaque sénateur va recevoir une table d'accouchement et un kit accouchement, afin qu'au-delà des 1200 qui sont prévus, qu'on ajoute automatiquement d'ici juin 600 lits d'hôpitaux d'accouchement dans les hôpitaux. J'ai pas compris le rapport avec les sénateurs et députés. C'est très important parce que les sénateurs et les députés, j'ai pas compris. Ce sont les élus du peuple. Oui. Et quand ils reviennent, il y a les rapports justement qu'ils transmettent au gouvernement. Oui. Et parmi ces rapports, c'est les conditions dans lesquelles les femmes mettent au monde. En donnant un lit à chaque député, à chaque sénateur, nous savons qu'ils ne vont pas les doter dans les grands centres, mais nous sommes au moins sûrs que chaque centre, ou plutôt au moins un centre dans le coin le plus reculé de la République, va voir ces conditions d'accouchement améliorées. Merci beaucoup, mais j'espère que ça ne va pas aider les sénateurs et députés à être réélus. Hein? Pas seulement c'est de la majorité, il faut c'est de l'opposition qui bénéficie de ces... Merci beaucoup. Merci, monsieur le ministre. Merci. Allez vous installer. J'aimerais demander l'indulgence de l'assistance, parce que nous sommes en télévision, qu'on puisse me faire une petite retouche de beauté. Hein? Où est ma maquilleuse? Rapidement, le temps que je termine avec l'éducation nationale et le plan. Donc, une